Après la Chine, Trump lance un avertissement glaçant à l'Iran. Le compte à rebours a commencé. Selon des rapports, les combats pourraient débuter cette semaine. À Gaza, Israël élimine l'un des derniers cerveaux des attaques du 7 octobre. Pendant ce temps, l'Eurovision est secouée par des manifestations anti-israéliennes. Notre propre Bellamy Bellucci s'infiltre dans un rassemblement de la Nakba. Et ce qu'elle découvre est vraiment choquant. Nous allons tout vous révéler dès maintenant. Que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, regardez Donald Trump. Écoutez ce qu'il dit après son voyage en Chine. Il a déclaré aujourd'hui qu'il ne fournirait pas d'équipement militaire, soulignant l'importance de cette annonce. Il l'a dit fermement. Mais en même temps, il a dit, vous savez, qu'ils achètent beaucoup de leur pétrole là-bas et qu'ils aimeraient continuer à le faire. Il aimerait voir le détroit d'Ormuz ouvert. Donc je ne vais pas être beaucoup plus patient. Non, je ne le serai pas. Il devrait conclure un accord. Toute personne sensée conclurait un accord. Mais ils sont peut-être fous. Et maintenant, passons à son tweet. Pour l'Iran, le temps presse et il ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne restera plus rien d'eux. Le temps est compté. Notre Émilie est absente, mais nous avons deux formidables co-animatrices invitées avec nous, Adi Adil, une militante incroyable, et notre amie Raquel Capatan, qui revient déjà pour la 3e fois dans notre émission. C'est une ancienne sergente et porte-parole du gouvernement. Nous revoilà, et j'ai l'impression qu'on en parle chaque semaine. Quand cela va-t-il recommencer? Est-ce que ça va recommencer? Le voyage en Chine était très important, et je pense que c'est quelque chose vers quoi Trump tendait en quelque sorte. Maintenant, en ce qui concerne la Chine, ils étaient intéressés. Et j'ai dit cela la semaine dernière lors d'une interview à la télévision. Ils étaient intéressés par Taïwan et la fabrication de puces, et ils font, tu sais, la meilleure fabrication de puces au monde, ainsi que toute la guerre froide autour de l'IA. On peut entrer dans tout ce jeu d'échecs mondial. Mais concernant l'Iran, qu'est-ce que Trump a révélé que nous ne savons pas? Shoshana, qu'en penses-tu? Ma fille, je n'en sais rien. Prétendre comprendre serait absurde. Tout ce que je sais, c'est que quand les États-Unis sont occupés, la Chine et la Russie en profitent, surtout la Chine, car personne ne la surveille. Donc pour moi, tout ça tourne autour de cette question. Pourquoi personne ne regarde la Chine? Pourquoi personne ne regarde la Russie? Pourquoi personne ne regarde l'Afrique? Pourquoi personne ne regarde autre chose qu'Israël, le Moyen-Orient? Parce que, tu sais, les choses se passent dans l'ombre. Et pour ça, écoute, je ne sais rien du tout, non. Mais la Chine a besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert, car elle y obtient la majorité de son énergie bon marché, Raquel. Que penses-tu qu'il en est ressorti et qu'on ne voit pas? Comme le dit Shoshana, la plupart des gens ne prennent pas de recul pour voir tout l'échiquier. Si tu observes tout, tu vois tes pions devant, puis tes rois et reines. Ce sont les grands acteurs mondiaux, toujours attentifs aux guerres par procuration. Mais en réalité, il s'agit des États-Unis contre la Chine et des États-Unis contre la Russie. À 100%? Donc, avec la Chine qui s'implique là-dedans, ce que j'ai vu en regardant cela, c'est que la Chine est très stratégique dans ses actions. Oui. En gros, ils en ont aussi assez avec l'Iran. Une fois le détroit fermé, ils demandent « Que faites-vous » Et ils se demandent peut-être s'il ne s'agit pas d'un biais des coûts irrécupérables ici. Comme est-ce qu'on devrait perdre plus de temps à essayer de soutenir ça ou est-ce qu'on est vraiment à bout ici? Et donc, soudainement, on voit un partenariat émerger, peut-être là où normalement il n'y en aurait pas, parce qu'il y a un problème commun ici. Il n'y a pas seulement un problème commun. Je pense qu'il y a un agenda commun parce que la Chine n'a pas d'idéologie. La Chine, c'est l'expansion économique. C'est ça leur objectif. Ils sont là pour l'argent. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas aidé l'Iran. C'est déjà une victoire pour Trump que ni la Russie ni la Chine n'aient aidé l'Iran, n'étant pas intervenus dans la guerre et cherchant maintenant un accord. Et je viens d'entendre, ou j'ai lu quelque part, que Trump va vendre du pétrole de l'Alaska à la Chine. Il se passe tellement de choses et je pense que peut-être la meilleure chose qui en est ressortie, c'est que la Chine a dit « nous n'allons pas réarmer l'Iran ». Absolument. Je pense que, comme tu l'as dit, on assiste à une sorte de partie d'échec en 7 dimensions très étranges à l'échelle macro ici. Et honnêtement, sur ma page Instagram, j'ai eu une petite discussion avec mes abonnés via les stories. Je leur ai demandé, mais finalement, c'est quoi la Chine? On parlait de voyage, mais ensuite on a commencé à parler de politique. Et beaucoup de personnes qui sont allées en Chine, qui travaillent avec des entreprises et des sociétés chinoises, m'ont dit que la Chine fait ce qui est bon pour la Chine. Ils n'ont pas, comme tu l'as dit, d'idéologie.
Au début, je pensais qu'ils étaient, tu sais, qu'ils étaient alignés avec l'Iran. Ils sont alignés avec la Russie parce qu'ils sont contre les États-Unis, mais maintenant, avec cette visite de Trump en Chine, on voit que ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Et on peut, comme tu l'as dit, on peut voir une étrange convergence d'intérêts. Oui, entre les USA et la Chine. Et ça me paraît fou. Nous vivons vraiment une époque complètement folle. C'est fascinant à observer. Vraiment fascinant à observer. J'espère juste qu'on n'aura pas encore de roquettes sur la tête. Mais au final, Nous sommes aux premières loges. nous sommes clairement aux premières loges, mais il a dû repartir avec quelque chose. Je pense que c'est cela. Nous n'allons pas réarmer l'Iran, ni nous impliquer. Nous allons détourner le regard. Vous gardez le détroit d'Ormuz ouvert, cela continuera. Je veux dire, je ne vois pas comment cela peut se terminer autrement que par la chute du régime, mais ce n'est pas facile. Ces personnes sont tellement enracinées dans tant de provinces. Ils ont causé tellement de dégâts en 47 ans. Je ne sais pas si ce sera fait avant le 4 juillet. Et je sais que c'est quelque chose que Trump aimerait aborder comme une victoire pour le 4 juillet, les 250 ans de l'Amérique, en disant « Regardez et devinez qui d'autre a aussi besoin d'une victoire pour son élection ?» Bibi, lui aussi a besoin d'une victoire. Il pourrait y avoir des élections en septembre, à moins qu'une guerre ne retarde les élections. Mais cela n'arrive pas très souvent ici. Et lui aussi a besoin de cette victoire. C'est pour ça que je pense et j'espère, tu sais, on prédit ces choses chaque semaine. Je pense qu'on pourrait être en guerre cette semaine. Ha! J'en ai déjà tellement marre d'entendre ça. Je suis épuisée parce que la guerre, pour nous, ça veut dire, oui, on court vers les abris à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Et malheureusement, il y a aussi des gens qui se font tuer. Mais passons rapidement à un autre champ de bataille, l'Eurovision. Mon Dieu! Tout d'abord, honnêtement, aurait-il pu y avoir un meilleur résultat pour Israël? Non. Absolument. À gauche ou en arrière? Ils ont essayé de nous exclure. Et 4 pays ne sont pas venus. 5 pays. 5. 5 pays. Qui sont-ils? Mais le meilleur pays quand même. L'Espagne, l'Irlande, La Slovénie. la Slovénie et la Hollande. Et oui, les Pays-Bas et un autre pays, je crois. Il y en avait 5, pas 4. Bref, le point, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Et l'UER, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ils sont restés fermes. Il faut leur reconnaître ça. Ils ont dit non, on ne boycotte pas les gens. Israël a participé. Eux, non. Ils ont joué à qui céderait en premier et ont perdu ces pays. Et en plus de tout ça, ils ont changé les règles parce qu'ils pensaient qu'Israël avait un avantage injuste grâce au vote populaire, qu'on avait réussi à utiliser notre soft power. Oui, ça s'appelle de la publicité. Ils le font tous. C'est fou. C'est tellement drôle. C'est fou qu'Israël veuille gagner. Les Juifs veulent gagner. Wow. L'Eurovision quand même. Les choses. L'Eurovision. Oui. Soft power. Ouais. Bref. Et puis, ils ont changé les règles. Avec les nouvelles règles, finir deuxième était mieux que premier pour moi, car la première place aurait provoqué des réactions comme « je ne viens pas l'année prochaine ». Et tous ces autres boycotts, maintenant, on peut se la couler douce. En plus, notre chanson était parmi les 2 meilleures au monde, sans même devoir organiser l'événement. J'adore ça. Tu sais, je regardais et je suis américaine. On ne sait même pas ce que c'est, l'Eurovision, d'accord? Même moi, j'étais dans cette voiture et je me disais, c'est quoi ça? Les gens les plus bizarres, mettez-les sur scène avec des accessoires et c'est une compétition. C'est fou. Et les chansons sont horribles. Horrible, c'est fou, sérieusement. Donc je regarde ça et on doit le regarder parce que tu sais, c'est toujours controversé, peu importe. Et je le regarde. Et puis ma fille dit, tu regardes avec moi. Ils disent, je ne regarde pas ça. Et ils ont disparu. Je me retrouve toute seule à le regarder. Et je me dis, je regarde. Et je suis... D'accord. Je pensais vraiment qu'elle allait gagner. Qui? Elle avait le meilleur costume de scarabée bulgare. J'ai adoré la Bulgarie. C'était comme Poppy. J'ai adoré et pensais qu'elle allait gagner. Et il s'avère qu'elle a refusé de condamner Israël. Pas seulement ça, elle devait aussi, elle aussi. Elle s'est assurée que l'équipe israélienne sache qu'elle les soutient. Donc tout d'abord, pour moi, c'est vraiment la meilleure réponse possible. Mais comme je le vois, non, Noam passe en 2e position. Je me dis non, 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 non. J'ai tweeté, Oivey, on va peut-être gagner. Maintenant, c'est Noam qui le fait car tout le monde m'a laissé. J'ai ressenti la même chose. Je me disais non. Finalement, elle a accepté et y est allée. On n'en avait pas besoin, mais le résultat était excellent. C'était palpitant et j'étais heureuse. Tu l'as regardé? Oui, je l'ai vu. Ma fille et ses amis ont été intéressés environ la première heure.
C'est beaucoup. Je n'ai même pas tenu aussi longtemps. Les chansons. Moi, Je me suis simplement pris part au décompte. Mais deux choses intéressantes. Premièrement, il y a eu un moment où un membre du public brandissait un petit drapeau palestinien tout en dodelinant de la tête sur la chanson israélienne, comme s'il s'était laissé emporter par le moment. Il n'y avait pas vraiment d'idéologie derrière ça. Il était juste là, Palestine, ouais, c'est une chanson cool. Le rythme va t'emporter. Et l'autre chose que je veux juste souligner à propos de l'Eurovision, c'est que année après année, il y a cette controverse, cette haine, ces campagnes contre nous. Et nous sommes toujours dans le top 5, oui? Parce que nos chansons sont bonnes. Exactement. Pendant plusieurs années de suite, nous étions numéro 2. Ça me rappelle aussi l'État d'Israël. Tant de boycotts, tant d'horreurs, tant de protestations. Et nous voilà, nous nous en sortons bien à travers toutes ces années de guerre. Comme notre économie. Notre économie est forte. Nos marchés sont solides. Regardez le shekel. C'est fou ce qui se passe en ce moment. On pourrait croire qu'ils apprendraient, pourtant. On pourrait croire qu'ils apprendraient, mais non. ils n'apprennent pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens ne comprennent pas. Par exemple, si tu ouvres Threads, qui est mon nouveau je ne sais pas trop quoi, Je n'y suis pas. Je n'en ai pas envie. Si tu ouvres ça, tu te demandes juste comment Israël, qui est si impopulaire, a obtenu autant de votes du public. Et les réponses sont fantastiques, vraiment. J'ai même dit que c'est parce qu'on a tué Jésus et que tout vient de là. D'autres disaient qu'ils ne sont peut-être pas aussi impopulaires que toi. Exactement. En fait, ce que tu vois, c'est que les personnes les plus bruyantes ne sont pas forcément représentatives. Et donc, c'est incroyable à observer. On y met du cœur, on tient à ça. Allez savoir pourquoi, on t'aime, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on se rend compte, tu sais, à quel point les gens y prêtent attention et à quel point on peut, tu sais, leur rabattre un peu le caquet. je pense aussi que nos chansons sont bonnes, honnêtement. On est bon. Tu sais ce que j'aime? Je pense que c'est très bien parce que les 2 dernières années, la première année, bien sûr, c'était l'année la plus douloureuse avec Octobre, avec la chanson October Rain, qui est en gros, enfin, ils nous ont fait changer la chanson parce qu'elle était trop politique. Elle s'appelait à l'origine October Rain. October Rain. Puis ils l'ont renommée Hurricane. Oui, exactement. De October Rain à Hurricane, car Octobre était jugé trop politique. Magnifique chanson, tout le monde pleurait. L'année dernière, une survivante de Nova, une chanson magnifique, magnifique. Elle a écrit cette chanson, Riley, elle, a écrit sa propre chanson. Ouais. Elle a fini 2e l'an dernier et sa chanson qu'elle a écrite convient parfaitement au lieu. elle a livré une performance remarquable. C'était tellement beau, je veux dire, j'ai pleuré. Et cette année, c'est comme si on sortait enfin du traumatisme et on a une chanson plus entraînante et joyeuse qui peut avoir différentes significations, comme Michel qui quitte ce gars, peu importe ce que c'est. J'aime vraiment l'évolution de ces dernières années, même si tu es une visionnaire. La dernière chose que je dirais aussi à propos de l'Eurovision, c'est que venant du monde de la communication et des relations publiques, il n'y a pas de mauvaise pub parce qu'ils font tout ça. Et à ton avis, qu'est-ce que ça fait? Ça met en lumière l'artiste israélien et ça aide à mettre en avant tout son talent. De nombreux sujets sur la BBC et Sky News concernent la participation d'Israël, oui. Puis ils arrivent. Là, ils croisent un homme et la journaliste de la BBC l'interroge avec des questions très difficiles. Et c'est juste un gars sympa. Je sais. Je pense que c'est le plus fort. Il veut se lever et chanter. C'est juste un gars sympa. Il demande « Qu'en penses-tu » Il répond « Je ne gère pas ça. C'est Cannes qui s'en occupe. » Je pense que ça leur retombe dessus. Ça leur retombe dessus justement parce qu'il est trop gentil, tu vois, et ils ne vont pas percevoir l'hostilité. Oui. Je pense qu'il est aussi important de noter que l'année dernière, tu sais, on dit toujours qu'on obtient les meilleurs votes grâce aux télévotes du public et ensuite les jurys ne nous aiment pas. L'année dernière, on l'a vu. L'année dernière, les jurys n'ont pas donné beaucoup de points à Yuval. Cette année, ce n'est pas seulement le télévote qui a vraiment voté pour nous. Les jurys nous ont vraiment donné de beaux points. On a terminé le vote du jury avec, je crois, plus du double. 6 plus du double du vote du jury. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais, c'est comme ça que ça devrait être. Parce que quand tu écoutes toutes les chansons, honnêtement, on avait vraiment... Cette année, ça a été un vrai désastre. Waouh, c'était tellement nul. C'était tellement nul. Le pont. Inécoutable. Franchement, vous avez les meilleurs auteurs-compositeurs du monde, la Grande-Bretagne. Pourquoi vous faites ça? Je me sens tellement mal pour ce gars. Harry l'a vraiment abandonné. Il était tout seul dans son coin. Le Danemark l'a adopté. Oui. C'est comme ça. As-tu vu cette vidéo? Il était seul dans la cabine. Où était l'équipe? Il disait, genre, Allez. C'était tellement mauvais. Mais la Grande-Bretagne, je veux dire, vous avez produit les Beatles. Pour l'amour de Dieu, vous n'arrivez pas à faire une bonne chanson pour l'Eurovision. Cette chanson, c'était
Je ne sais même pas ce que c'était. C'était comme le roi lion et l'homme de fer blanc. Je ne sais pas. Bref, c'est juste affreux. Mais ça montre bien, je pense que ce que tu as dit et ce que tu as dit est vrai. Peut-être que ce sont les rageux qui font le plus de bruit. Ouais, mais la majorité des gens s'en fichent. Ils veulent juste écouter un concours de chansons. Et c'est comme ça qu'on devrait être. On veut juste parler du concours de chant, pas tout le drame. C'est un chanteur magnifique, un jeune homme formidable. Laissons-les chanter et jugeons-les sur la chanson « Tu as raison », a dit. Cette année, on s'en est rapproché. Les gens commencent peut-être à s'en lasser. Et je pense que c'est exactement ça. Les gens se disent juste « Allons-y, passons à autre chose ». Oui, ils en ont marre. Même le gars avec le drapeau palestinien, il s'emballe un peu. Genre, je vais faire ma part. Attends une seconde. Maintenant, en parlant de gens qui font du bruit, notre cher Bellamy Bellucci, qui revient très bientôt en Israël, a fait quelque chose d'assez courageux. Elle a mis le kéfier et elle est allée sous couverture à la parade de la Nakba à New York. Regardez ça. 16 mai 2026, Bay Ridge, New York. Je suis allée sous couverture, complètement couverte, pour pouvoir participer à la manifestation qui commémorait la Nakba. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi effrayant. J'ai dû rester debout au milieu d'une foule de gens pendant qu'ils scandaient « Intifada, Intifada, mort à l'IDF, merde aux sionistes ». Tu sais, le sionisme, ce n'est pas... Et il y avait là des Juifs avec des étoiles de David et des kéfiers. C'était quelque chose d'au-delà de toute expérience hors du corps que j'essaie encore de comprendre en ce moment. Mais le plus écœurant dans tout ça, c'est qu'ils sont très puissants dans ce qu'ils font et qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent obtenir. Il y avait un adolescent avec un drapeau de ce que je pense être le Hezbollah. J'ai interviewé un gamin qui, honnêtement, était littéralement du Hamas parce qu'il portait le bandeau et un pull qui célébrait Yahya Sinwar. Et il savait exactement ce qu'il disait. Il savait exactement de quoi il parlait. Une victoire qui sera la libération non seulement de la Palestine, mais aussi de l'Occident. C'est une période terrifiante à vivre, surtout si tu vis à New York, que tu es juive et que tu fais juste semblant que ça va se calmer ou que si tu restes discrète, tout ira bien. Laisse-moi te dire maintenant, New York, c'est fini. C'est terminé. Wow! Mon Dieu, c'est une évaluation assez sombre et pessimiste. Adil, tu as voyagé à travers le monde ces derniers mois. Qu'en penses-tu? Eh bien, la situation en Amérique latine, où j'ai principalement voyagé, est clairement différente de ce que nous voyons actuellement à New York. C'est un mouvement de haine. C'est un mouvement de haine qui a réussi à se vendre comme une cause humanitaire auprès du monde entier. Comme elle l'a décrit, vous savez, ce qu'on voit dans ces rassemblements, ce ne sont pas des appels à la paix, des appels à l'unité. Vous pensez que c'est pour la paix, même si, non, on en est bien loin. Oui, ce sont des drapeaux du Hezbollah, ce sont des drapeaux du Hamas. Et même tout ce récit autour, vous savez, du défilé de la Nakba. Qu'est-ce que la Nakba? Qu'est-ce qu'ils commémorent exactement? La Nakba, en arabe, signifie la catastrophe. Oui. Ce que nous considérons comme notre catastrophe, la Shoah, vous savez, quand nous la commémorons, ce sont des veillées. C'est, vous savez, se rassembler en tant que peuple, parler du fait que nous ne devons jamais permettre à l'humanité d'en arriver à ce point à nouveau. Ce qu'ils crient lors de ces rassemblements, ce n'est pas du tout ça. C'est exactement le contraire. Ils appellent au génocide des Juifs. C'est ainsi qu'ils appellent leur catastrophe, le génocide raté. Des Juifs, exactement. C'est exactement ça. Pour les personnes qui ne le savent pas, ils déplorent de ne pas avoir commis un second génocide des Juifs quelques années seulement après la Shoah. C'est ce qu'ils déplorent. Nous n'avons pas tué tous les Juifs et ils ont réussi à créer un État. Et ils sont tellement, vous savez, directs à ce sujet. Je ne comprends pas comment les gens tombent dans le panneau, comment les gens ne voient-ils pas clair là-dedans. Ils ont été très malins dans leur façon de le vendre et ça marche. Hier, j'ai discuté avec une personne très informée qui expliquait qu'ils ciblent ceux en manque d'appartenance, de communauté, d'estime de soi, surtout chez les jeunes. Ils cherchent quelqu'un à détester. Un bouc émissaire, quelque chose à blâmer. Puis, quand tu regardes le monde et que tu vois qu'il y a des choses à réparer, tu as le choix, n'est-ce pas? Soit tu travailles dur et tu trouves une cause à laquelle tu peux te consacrer. Je l'ai fait moi-même. Quelle est ma petite part? Qu'est-ce que je peux réparer dans le monde?
Ou alors, tu t'assois et tu dis « c'est à cause d'eux que les choses vont mal ». Et dans ce cas, tu n'as rien d'autre à faire que de crier contre cette personne, n'est-ce pas? Donc c'est très paresseux. C'est paresseux. C'est intellectuellement indigent. Et ça permet facilement de devenir populaire, de blâmer quelqu'un d'autre et de n'assumer aucune responsabilité. C'est facile de comprendre pourquoi ils font ça. L'absence totale de responsabilité est essentielle ici car, comme l'ont dit Bell et Bellamy lors de ces manifestations, ils sont maintenant très enhardis et viennent avec les drapeaux et des objets à la gloire du terrorisme. Ils ne racontent pas toute l'histoire. La Nakba a eu lieu à cause d'une guerre qu'ils ont initiée. Oui. Alors comment peux-tu te lamenter? Chaque petite chose. Exactement. Sais-tu quelle guerre tu as lancée? Exactement. Tu te plains d'avoir perdu la guerre que tu as déclenchée et je devrais compatir. Je ne comprends pas. Ici, ils ne disent pas tout. Eh bien, ils ne peuvent pas. Exactement. Sinon, ils n'auraient aucun soutien, donc ils choisissent certains éléments. Des gens ont toujours été déplacés par les guerres dans l'histoire. Ce n'est ni la première ni la dernière fois. Non. Mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Donc, est-ce que c'est triste que quelqu'un ait été déplacé de chez lui? Bien sûr. C'est triste partout où ça arrive. Oui. Ils cachent des choses. Ils ont déclenché la guerre et ne peuvent pas se plaindre de l'avoir perdue. Exactement. Mais c'est ce qu'ils ont fait tout au long de l'histoire. En gros, ils veulent qu'on oublie qu'ils continuent de commencer des guerres et de les perdre. Et d'une manière ou d'une autre, le bout de terre que nous avons légalement conquis lors d'une guerre que nous n'avons pas commencée partout ailleurs, ça, c'est légal. Parce qu'il devrait y avoir des conséquences quand on commence une guerre et qu'on la perd. C'est la vie. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde veut leur donner un passe-droit. Et en plus de ça, ils n'ont absolument aucune considération pour nos besoins de sécurité et les menaces auxquelles nous faisons face. Ils s'en fichent. Oui, pour eux, tu sais, on n'a même pas besoin d'être ici. Et même s'ils reconnaissent que c'est le Hamas qui a commencé, c'est la direction palestinienne, la direction arabe en 1948 qui a déclenché la guerre. Ils disent, mais avaient-ils vraiment le choix? Quel choix ont-ils fait? Bien sûr, c'est toujours le cas. Ils essaient de parler de la communauté arabe qui est restée ici et qui mène une belle vie. Donc, ils avaient un choix et ils ont fait le bon choix. Vous avez fait le mauvais choix. Vous avez misé sur le mauvais cheval. C'est ce que Nas Daily disait. Je ne sais pas si tu as vu sa vidéo. J'ai vu Nas Daily. Il vit beaucoup de choses actuellement. Bien sûr. Il a pris notre parti. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, il a pris, je crois que c'était un Mandani New York. Un tweet de Mandani parlant de la Nakba. Il interviewait un New-Yorkais qui a vécu la Nakba, mais pas vraiment, enfin bref. Et puis il arrive et dit « D'accord, je vais perturber ce récit. C'est comme les anciens de mon village. Il est arabe-israélien. Les anciens de mon village disent « Partez ». Oui, partez. Et maintenant, on parle de comment ils ont été expulsés. Il dit « Vous savez, c'est en fait une super publication ». Et il subit beaucoup de critiques à cause de ça, parce que, vous savez, tout le monde le traite de quoi déjà? De collaborateur ou des choses comme ça, parce qu'il dit enfin « Je suis désolé. Oui, je suis palestinienne et je suis israélienne. » Et c'est la vérité. Et ce qu'il dit en gros, c'est que la mentalité de victime, ça suffit. Combien de temps peut-on rester une victime? Passe à autre chose. Avance. Oui, tu ne vas pas remonter le cours de l'histoire. Les Palestiniens s'accrochent à leur cause pour tenter de réécrire l'histoire, mais celle-ci ne revient pas en arrière. Les choses avancent. Mais avec Nazir, ce n'est pas seulement qu'il s'est rangé de notre côté, il s'est rangé du côté de la vérité. C'est simplement la vérité de ce qui s'est passé. Exactement. Quand j'étais enfant, mon père avait un bon ami qui était aussi son chauffeur, et c'était un arabe israélien de la vieille ville. Et il nous a raconté qu'à l'époque, il n'est plus en vie aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'étais enfant, c'était un homme assez âgé. Il nous a dit que oui, leurs dirigeants leur avaient dit de partir et certains ne l'ont pas fait. Il disait « Mes parents possédaient un petit café. On se demandait pourquoi on devrait partir. On a juste barricadé le café et on a attendu que ça passe. » Yosef Kadash confirme, ils ont reçu l'ordre de partir, mais sa famille possède encore des terres car il est resté. Oui, même si tu regardes, tu sais, de ces rassemblements, ils adorent énumérer tous les villages qui ont subi un nettoyage ethnique de la part des sionistes. Si tu observes bien ces villages, tu verras qu'ils sont très proches les uns des autres. Par exemple, Deir Yassin, qui, si tu connais tout le récit, il parle toujours du massacre de Deir Yassin. Nous savons qu'il y avait des militants arabes syriens cachés dans ce village. Et ils affrontaient non seulement les milices juives, mais tiraient aussi vraiment sur les voitures sur l'autoroute numéro 1. Bien sûr. D'accord, en face de Deir Yassin se trouve Abu Ghosh. Et Abu Ghosh, Jusqu'à ce jour, c'est l'un des villages les plus prospères. prospère et accueillant. Ça a toujours été comme ça. Des Juifs israéliens, des Arabes, tout le monde y va pour manger du houmous et tout le monde y est accueillant. Exactement, oui.
Nous affirmons ce que vous savez. La vérité et toutes les informations sont là. Oui, mais ils ont bâti leur propagande sur des mensonges comme les nazis et c'est ça qu'on doit avaler. Et je veux dire, Bellamy est allée là-bas très courageusement. Elle a mis un kéfier. J'ai hâte de voir ça. Oui, oui, oui. Pour la couverture, je suis sûre qu'elle montrera vite des images. Mais juste avant de passer à notre rubrique préférée, la crapule de la semaine, je voudrais juste faire un petit tour à Gaza. Parce que peut-être que les gens réalisent enfin que non, le Hamas ne va pas se désarmer de lui-même. Quelle surprise! Ils ne se désarment pas d'eux-mêmes parce qu'ils ne le peuvent pas, ils n'ont aucune intention de cesser d'être des terroristes, parce qu'un scorpion ne peut pas arrêter d'être un scorpion. Ils ne peuvent tout simplement pas. Nous avons maintenant Eukabi qui évoque une possible intervention d'Israël. Qui va réellement procéder au désarmement? Je ne sais pas. Il se peut qu'au final, la seule entité prête à le faire soit Tsahal. Si cela arrive, j'espère, je prie et j'insiste pour qu'une chose accompagne aussi cela. Le monde ne peut pas condamner Israël pour avoir fait ce qu'il n'a pas eu le courage de faire lui-même, à savoir éliminer le Hamas. Donc, si Israël finit par être la seule entité prête à faire ce que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut faire pour qu'il y ait un avenir à Gaza, alors j'espère simplement que le monde remerciera Israël plutôt que de le condamner. Ariel, tu étais soldate. Quoi? Quel scénario se dessine ici? Ouais. Donc, comme tu l'as dit, est-ce qu'on est surpris? Non. Nous ne sommes pas du tout surpris. On le dit depuis le tout début, quand ils ont commencé à parler de peut-être déployer des forces indonésiennes, émiraties, saoudiennes et azerbaïdjanaises à Gaza et qu'elles désarmeraient la zone. Allons, soyons sérieux. Qui veut traiter avec le Hamas? Personne ne le souhaite. Nous n'avons pas le choix. Exactement. Nous sommes les seuls non seulement capables, mais aussi réellement prêts à le faire. Je ne sais pas si nous sommes prêts. C'est quelque chose d'énorme, tu sais. Il faut qu'on le fasse. À grande échelle, mais nous comprenons qu'il faut qu'on le fasse. Il n'y a pas d'autre choix. Hamas ne se désarmera pas de lui-même. Allez, on parle de personne. On parle d'un mouvement qui, dans le premier article de sa charte, mentionne la destruction d'Israël. Oui. Le jour du jugement n'arrivera pas avant que les musulmans combattent les juifs et les tuent tous, ainsi que les arbres et les pierres. Ici, partout ailleurs. Tu es une ancienne sergente, tu es dans la réserve. Qu'en penses-tu? Fait intéressant, j'ai servi durant le désengagement. Wow. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Wow. Et je veux dire, comme tu dis, est-ce que quelqu'un pensait pouvoir gérer le Hamas à part les FDI? De quoi parle-t-on? Oui, c'est préoccupant, cependant, parce que si on va vraiment jusqu'au bout, je veux dire, on en a déjà fait beaucoup. Ils n'ont plus de roquettes comme avant. Et aussi, on voit un nouveau type de cessez-le-feu. On voit un cessez-le-feu qui est bon pour les gens, c'est-à-dire les civils de notre côté, de n'importe quel côté, au Liban, peu importe. Israël poursuit malgré tout ses frappes ciblées. Oui, nous avons tué, nouveau. Oui. L'un des... Oui, j'ai oublié son nom. Le chef militaire. Oui, c'est ça. Le dernier de l'ancienne garde, en quelque sorte. Le remplaçant du frère de Sinwar? En gros, exactement. Nous observons donc un nouveau type de cessez-le-feu qui, tout en restant en vigueur et étant bénéfique pour les civils, permet de poursuivre des frappes ciblées afin d'éviter de futures répétitions. Je ne pense pas que qui que ce soit d'autre que les FDI puisse le faire, mais je ne sais pas à quoi cela ressemblera, ni combien de pertes humaines nous allons subir, et cela m'inquiète. Bien sûr, absolument, parce qu'ils sont plus enfermés, ce qui signifie que les citoyens sont aussi plus enfermés. Et c'est un problème parce que, contrairement à ce qu'ils disent sur nous, nous ne visons pas les civils. Nous faisons tout pour éviter de viser les civils, d'accord? Et bien sur ce point, et nous avons déjà traversé beaucoup de choses. Waouh! La Chine, Gaza, l'Eurovision. C'est comme une autre planète, d'accord? Et maintenant, notre rubrique préférée, crapule de la semaine. Adiel, ta première crapule de la semaine. Comment tu te sens? Je suis très enthousiaste, c'est ma rubrique préférée. Donc, ma crapule ou mes crapules de la semaine, ce sont tous les fans anti-Israël de l'Eurovision sur TikTok. Chaque année, ils reviennent à la charge et commencent avec toutes ces théories du complot sur le fait qu'Israël aurait truqué les votes et tout ça. Mais ce que je préfère dans ce qu'ils disent, c'est... L'année dernière, ils disaient que l'Autriche nous avait sauvés. Maintenant, ils disent que la Bulgarie nous a sauvés. Et je me dis, sauvés de quoi? De quoi? J'ai aussi apporté un exemple pour que vous puissiez le montrer.
Comme vous pouvez le voir, ils ne disent pas « Regardez-nous, regardez la Bulgarie gagner ». Ce qu'ils écrivent, c'est « Regardez-nous réagir à la défaite d'Israël ». Tu as perdu la tête? Ça ne sonne pas juste. Les perdants, on ne célèbre pas un pays qui gagne, on célèbre un pays qui perd. Tout cela me semble insensé. Et tous les commentaires disent « Ouais, on est sauvés ». On voit à quel point ces gens sont privilégiés et déconnectés. Ouais, Quel est l'âge moyen de ces personnes? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. TikTok était beaucoup plus jeune avant. Et maintenant, tu peux voir des gens qui ont 25 ans et plus, 30 ans. Je dirais que ça va jusqu'à 60 ans. J'étais là, ouais, j'ai envie de ne pas faire partie de ce bourbier. ma vie est déjà assez dure avec ça, ouais. Tu peux gérer ça? Donc voilà, mes minables. Trouvez-vous une vie. Reprenez contact avec la réalité. Nous, on est heureux. Comme tu l'as dit, on est content de la deuxième place. On n'a pas besoin de la première. Maintenant, on passe à autre chose. C'est ta personnalité. Nous avançons. Ces perdants restent coincés car ils sont perdants. Celle-là est excellente. Jyoti, merci d'être notre correspondante TikTok. Oui, et de nous éviter le chagrin d'avoir à nous inscrire. Mon Dieu. Shoshana qui est ta spécialiste. Salut les salauds. Je répète, les salauds. Le New York Times qui ne rate jamais une occasion de dénigrer Israël et de ne pas parler de ce qui s'est réellement passé ici en vérité. Alors, ils nous sortent le mensonge sur le viol de chien dont nous parlerons plus tard. Et ils ne parlent pas des véritables violences sexuelles du Hamas, non seulement contre les Israéliens, mais aussi contre les Palestiniens. À Gaza, les femmes sont exploitées alors qu'elles veulent seulement de la nourriture et s'occuper de leurs enfants. Elles veulent et elles sont agressées sexuellement, violées, simplement pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Et le New York Times, maintenant, vous n'avez rien à dire. Et ensuite, le New York Times doit se lancer dans toute cette histoire d'Eurovision. Et je ne sais pas si c'était en première page, parce que je ne lis pas le New York Times, mais je l'ai vu sur X, sur Twitter, où il disait que j'ai oublié comment ils l'ont formulé. Le soft power d'Israël, l'Eurovision, la manipulation de... Enfin, il y a un concept dans le judaïsme selon lequel tu as un certain nombre de mots dans ta vie et tu ne devrais pas les gaspiller. Et j'ai l'impression que le New York Times a gaspillé les mots de tout le monde, partout, avec leurs bêtises imprimées. L'idée que tu prennes ton temps et que tu mettes ton nom derrière quelque chose comme le fait que nous avons acheté l'Eurovision, franchement, il faudrait se trouver une vie. Mais ce n'est pas seulement sur TikTok. Ces perdants sont aussi dans le New York Times. Tellement jaloux, ils ne comprennent rien à la vie, au monde, ni à l'essentiel. Et au lieu de parler des vraies personnes qui souffrent, tu te plains des votes de l'Eurovision. Tu ne regardes même pas l'Eurovision, pour l'amour de Dieu. Tu es en Amérique. Ouais, je les déteste. Et ils nous accusent de faire ce que chaque pays fait. C'est comme dire « Israël fait une campagne touristique. Mon Dieu, comment oses-tu » Non, vraiment, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils font? La quantité de mots qu'ils déversent sur Israël et les Juifs, c'est incroyable. Il y a 20 ans, si tu avais dit ça, personne ne t'aurait cru. Oui, Goebbels. Et je continue avec mon plan de faire la propagande antisémite de Joseph Goebbels. Pris, nous ferons cela très bientôt. Raquel, qui est ton salaud? Alors, Mon salaud cette semaine, qui reste aussi à New York, c'est Mamdani, l'actuelle maire de New York. des répétitions répétitives. La chanson du repentir, ouais. Je l'ai choisie cette semaine pour plusieurs raisons. C'est vraiment ridicule. Tout d'abord, quand il se présentait, je me suis d'abord dit qu'il n'y avait aucune chance qu'une personne saine d'esprit vote pour cet homme. Apparemment, une bonne partie de New York n'est peut-être pas saine d'esprit. Ouais. Donc il est élu. Et je me suis dit, tu sais, parfois pendant les élections, je ne suis pas étrangère aux campagnes électorales. Ils disent et font beaucoup de choses, puis tu arrives au pouvoir et réalises que tu dois... Être là, oui. Exactement. Montre-lui de quoi tu es capable. Si tu veux. Je dois réparer des ponts, recréer des liens. Mais lui fait l'inverse. oui, Récemment, il a publié cette vidéo sur l'ALENA dont nous avons parlé. Oui. Quel rapport avec New York? Quel rapport avec toi? Il n'est pas d'origine palestinienne. Quel rapport avec toi, au juste? Aussi, dans chaque vidéo qu'il publie, il s'assure qu'il y a quelqu'un avec un kéfier dedans. Là. Tu vois? Exactement. Genre, tu te prends pour la mère de quoi déjà? Et en plus de ça, l'autre truc qui vraiment, tu sais, c'est encore plus hilarant si tu veux le voir d'une manière un peu sombre. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment inquiété, c'est qu'il a dit que tu peux seulement, genre, les manifestants manifestent devant la synagogue. Et il a dit que la nouvelle règle, c'est qu'ils doivent rester à 50 pieds. Tu sais ce que c'est, 50 pieds? C'est genre d'ici jusqu'au bout de la porte du studio. C'est tout.
Peux-tu imaginer les manifestations évoquées, comme l'a dit Bellamy, où ils scandent des propos génocidaires contre les Juifs? Oui, Ils portent des objets à la gloire de terroristes. Et c'est la limite, juste devant un lieu de culte. Tu es mère maintenant. Tu n'es plus une militante. Tu n'es plus une rappeuse ou peu importe ce qu'il était. Tu es la mère maintenant. Une rappeuse ratée. Tu ne peux pas faire ça. À East New York, il y a des foules, et je vais les appeler des foules de ces manifestants, ces fauteurs de troubles, ces harpies hurlantes qui déferlent sur Williamsburg, qui descendent dans des quartiers très, très, très juifs, comme s'il n'y avait personne d'autre que les juifs là-bas. ils viennent de prier devant une école juive à Brooklyn. C'est ça le problème. On ne peut pas être devant un lieu de culte, donc une synagogue à moins de 50 pieds, mais il n'y a aucune règle devant les écoles ou dans les quartiers, ce qui veut dire qu'ils peuvent venir tout près, voire même entrer. On a vu les vidéos, les familles sur leur porche, N'est-ce pas? dans leur maison, Oui, exactement. devant eux. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un salaud. Tu es maintenant le maire. Je me fiche de ton idéologie. Tu dois être le maire de tous. Ce n'est pas acceptable. Peux-tu imaginer à 15 mètres d'une mosquée? Partout dans le monde, ce serait un scandale. Partout dans le monde. Exactement. Donc je pense que c'est ce que les gens doivent savoir. Tout d'abord, bravo, mais ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne veulent vraiment, 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 vraiment pas comprendre dans la société occidentale. On est tellement habitué à, vous savez, l'Amérique est un creuset, j'ai grandi là-bas, j'adore New York. À New York, on entend littéralement tellement de langues différentes et on voit tellement de styles vestimentaires différents et tout le monde est un New-Yorkais. C'était comme ça. Et maintenant, on ne se rend pas compte que ces personnes qui arrivent, pas toutes, mais certaines qui arrivent avec une idéologie, veulent faire de New York leur terrain. Oui, je suis désolée, c'est une invasion. C'est une illusion. C'est ce qui se passe. Mais la mentalité occidentale ne peut pas vraiment comprendre ça. Il ferait mieux de se réveiller. Ils ne peuvent tout simplement pas le comprendre. Ce week-end au Royaume-Uni, il y avait le rassemblement de Tommy Robinson que certains ont appelé « Marche de la haine ». Ce n'en était pas une. Il y avait des personnes de toutes couleurs. Personne n'a été attaqué. C'était une marche de patriotisme pour des gens qui ont peur pour leur pays. Mais la mentalité occidentale voit cela comme du racisme. Mais ensuite, appeler à un génocide contre les Juifs, ça, ce n'est pas du racisme. On ne peut pas inventer ça. On vit dans une dystopie. Oui, j'ai aussi vu quelques vidéos de personnes qui ont commencé à faire ça en Europe. Ils vont voir des antisionistes. On peut clairement dire que ce sont des manifestants antisionistes et compagnie. Ils leur demandent « Êtes-vous d'accord que la Palestine est pour les Palestiniens ?» Et ils répondent « Bien sûr, la Palestine est pour les Palestiniens. Et la Suède pour les Suédois ?» Et là, ils disent « Non, ça c'est raciste, non ?» Tu ne peux pas dire ça. C'est comme les suprémacistes blancs. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore parce que honnêtement, ils sont superficiels. Leur logique est superficielle. Peu importe, nous en sommes là. Berlin des années 1930 apparemment. D'accord. Maintenant, mon salaud de la semaine. Et merci beaucoup de ne pas avoir empiété sur mon terrain de salaud. Tu as été très bien et je t'aime pour ça. Est-ce Nicolas Christophe du New York Times? Maintenant, qui est Nicolas Christophe? C'est un journaliste qui a fait du bon travail en couvrant les génocides en Afrique. Je crois que c'était le génocide du Darfour et il a reçu des prix pour cela. Mais il a toujours été extrêmement, extrêmement injuste et critique envers Israël, comme beaucoup de journalistes du New York Times. Mais celle-ci, c'est vraiment le comble. La semaine dernière, un article est sorti, comme le disait Shoshana, à la veille du rapport qui a été réalisé avec tant de diligence et qui a été une tâche si difficile pour elle. Koshav El-Kayam, elle a réalisé un rapport sur toutes les violences sexuelles contre les femmes et les hommes du 7 octobre. Et apparemment, comme tu l'as dit, ils avaient proposé l'article au New York Times. Le New York Times a refusé. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient devancer une vraie histoire avec de vraies preuves, avec une fausse histoire, avec de fausses preuves. Et Nicolas Christophe était l'homme en question. Et c'est très significatif. Ils ne l'ont pas traité comme une information. Il l'a écrit comme une tribune d'opinion. C'était une tribune. Et que disait cette tribune? Il disait, entre autres choses, et sans aucune preuve, tout n'était que des rumeurs. Tu sais que l'armée israélienne, suis-moi bien, entraîne des chiens à violer des prisonniers. D'accord, alors je ne suis ni biologiste ni médecin, mais est-ce que quelqu'un pense vraiment qu'on peut entraîner un chien à violer?
Je suis propriétaire d'un chien. Je veux dire quelqu'un. C'est la chose la plus absurde qui soit. Mais apparemment, cela s'inscrit dans une longue série d'accusations impliquant des animaux. Je vais vous en lire quelques-unes. L'allégation du dauphin espion israélien. C'est ma préférée. Gaza 2015, des sources affiliées au Hamas ont affirmé avoir capturé un dauphin équipé de matériel de surveillance qui aurait été envoyé par Israël pour espionner les installations navales de Gaza. D'accord. L'accusation de requin espion israélien. Égypte 2010, après des attaques de requins près de Sharm el-Sheikh. Oui, il y a des requins dans cette région. Un responsable égyptien déclare que les missiles auraient pu être guidés à distance par Israël pour nuire au tourisme égyptien. D'accord, continuons avec les absurdités. Le vautour espion israélien. Oui, apparemment, cela venait d'Arabie Saoudite en 2011. Un vautour fauve marqué par des chercheurs de l'université de Tel Aviv a été retrouvé en Arabie Saoudite avec un dispositif de suivi. Les médias locaux parlaient d'un dispositif d'espionnage israélien. Pourtant, il pouvait simplement s'agir d'horticulteurs qui essayaient de voir jusqu'où un oiseau peut aller. Mais non, pourquoi choisir la solution logique? L'aigle espion israélien de 2012 venant du Soudan. Un aigle marqué, transportant du matériel de chercheurs israéliens, a été détenu après que les médias soudanais ont soulevé des soupçons d'espionnage. Bon, parlons des attaques de sangliers. Un sanglier est un cochon sauvage. Des responsables palestiniens ont accusé plusieurs fois Israël d'avoir relâché des sangliers en Cisjordanie, Judée et Samarie pour nuire aux cultures et intimider les habitants. Alerte info, il y a des sangliers sauvages partout dans le pays. Je viens d'en abattre un devant chez moi. Il montre bien. Mais à Shemesh, il y a beaucoup de sangliers. Cela reste contesté. Cela n'a jamais été prouvé. Quelle surprise. Et celle-ci, c'est le pompon. Parce que s'il y a quelque chose de plus insidieux que d'affirmer que les Israéliens, les prisonniers, que l'autorité pénitentiaire israélienne abuse sexuellement des prisonniers, il n'y a rien qui soit plus éloigné de la vérité. À tel point qu'il y a eu cette doctorante de gauche complètement folle qui a écrit une thèse disant que les Israéliens sont racistes parce que nous ne violons pas, que nous sommes la seule armée au monde qui ne le fait pas. Donc, quand vous ne violez pas, vous êtes raciste. Et quand vous violez, ce n'est pas un viol ordinaire. Non, vous dressez des chiens pour violer parce qu'il faut imaginer la chose la plus absurde possible. Allons à l'école de propagande antisémite de Joseph Goebbels, celle des cafards. Oui, celle-là. Imaginons à quel point cela peut être horrible. Et ensuite, cela est étayé par des témoignages venant, d'accord, des pires, Okay, the worst. des terroristes. Oui, c'est à eux que nous faisons confiance pour ces témoignages. Et il y a une organisation à but non lucratif appelée, je ne sais pas, UE quelque chose. Et c'est aussi l'organisation qui ne fournit pas de preuves. Ils se contentent simplement de répéter les témoignages des terroristes, des prisonniers du Hamas. Donc tout cela, un article écrit avec un horrible mensonge qui est une calomnie du sang, car rien ne pourrait être plus répugnant venant d'un homme, Nicolas Christophe, dont on découvre maintenant, même s'il en avait déjà parlé, que son père était un nazi. Oui, son père a réellement servi dans l'armée allemande pendant la guerre. Il n'était pas dans la SS, mais il a servi dans la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale, du mauvais côté de l'histoire. La pomme n'est donc pas tombée loin de l'arbre. Et maintenant, il fait de la projection et il adopte l'attitude de Joseph Goebbels en matière de propagande antisémite et il l'a introduite dans le New York Times. Et le New York Times a redoublé d'efforts pour défendre cela. Exactement. Et ce que j'aime toujours dans sa réponse avec une fin heureuse, c'est que nous, l'État d'Israël, allons poursuivre le New York Times en justice. Et j'espère qu'ils les poursuivront pour tous les dégâts qu'ils ont causés. J'espère qu'ils gagneront. Nous n'avons rien à cacher. On dit « montrez les preuves. Je vous en prie, venez dans nos prisons. » Et vous verrez des prisonniers obtenir des diplômes et s'amuser dans notre système carcéral. Et vos mensonges seront exposés pour ce qu'ils sont. J'espère aussi que nous vous poursuivrons pour une somme telle que votre publication, devenue un torchon de propagande nazie, tombera. Et avec le président Trump qui poursuit la BBC, nous pourrions entrer dans une nouvelle ère de vrai journalisme. Alors, Nicolas Christophe, dont le père était un nazi, tu es mon salaud de la semaine. Très bien. Youpi. Wow.
Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Chaque semaine, je dis la même chose. Oui, Aide-moi, mon Dieu. D'accord. pas de mots. Non, aucun mot. C'est pourquoi nous purifions nos âmes chaque semaine avec les héros de la semaine. Raquel, à toi, qui est ton héros? Mon héros de la semaine est lié à quelque chose qui m'est cher. Donc, quand j'étais dans l'armée, j'étais une soldate isolée parce que mes parents étaient aux États-Unis à ce moment-là et ils ne pouvaient pas revenir. Je ne voulais pas attendre ni ne pas servir. Alors je suis revenue. Et il y a des milliers et des milliers de soldats seuls qui viennent du monde entier pour servir le pays chaque année. Oui. Donc, je veux mettre en avant quelqu'un qui s'appelle le Major Lee Or Schillig. Et elle est tellement incroyable à bien des égards. Elle est aussi mère de 4 enfants. Wow. Elle était assistante sociale. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est commandante de la section des soldats isolés du personnel de Tsahal. Et elle a cette initiative où elle va apporter beaucoup plus de soutien aux soldats isolés à travers tout le pays. Il y a différents centres pour soldats isolés dans différentes régions du pays. Et elle lance cette initiative pour leur apporter beaucoup plus de soutien. Aussi, un soutien financier et de l'aide pour leur trouver des familles d'accueil ici. Un article sur elle est d'ailleurs disponible dans JNS. Vous pouvez le lire. Je voulais donc mettre en avant son travail, ainsi que celui des soldats isolés qui viennent ici chaque année depuis leur pays d'origine pour servir leur patrie. Et je pense que c'est quelque chose d'incroyable à faire. Je l'ai fait moi-même, comme je l'ai dit, et je voulais simplement mettre en avant son travail et elle-même. Et aussi, dans l'article, elle s'exprime en tant que mère de 4 enfants et elle n'arrive pas à imaginer ce que ressentent les mères quand leurs enfants, qui sont encore très jeunes adultes, mais presque des enfants, sont ici en train de servir. Et donc, elle veut être ce soutien et leur donner le sentiment d'être chez eux. Donc, je pense que c'est une très belle initiative et je voulais simplement mettre en avant son action et celle des soldats isolés en général. C'est incroyable. Les gens ne comprennent pas. Tu grandis. Tu ne grandis pas en Israël. Parce que quand tu grandis en Israël, tu sais, tu vas à l'armée. C'est juste ce que tu fais. Mes enfants grandissent ici. Mais grandir dans un luxe relatif sans la guerre et décider de partir à l'autre bout du monde pour risquer sa vie, c'est la chose la plus admirable au monde. De plus, je suis la mère d'un soldat et j'ai déjà été la mère de 2 soldats. Je sais ce que c'est quand ils rentrent et ont besoin qu'on leur fasse leur lessive, qu'on les nourrit et que ma fille prend à manger dans le frigo chaque dimanche. Imaginez ne pas rentrer à la maison, ne pas avoir votre famille là pour vous offrir un bon repas de Shabbat, mettre tous vos vêtements de soldats sales à laver, puis vous laisser repartir avec la nourriture que je prépare pour ma fille. Ne pas avoir ce soutien, c'est tellement crucial ce que des personnes comme cette héroïne que vous nous avez présentée font. Et d'avoir le courage de tenir bon, d'être ici seul. Oui, Nous avons perdu plusieurs soldats isolés pendant la guerre ces dernières années. Oui, c'est mon héros de la guerre. eh bien c'est merveilleux, c'est magnifique, magnifique, magnifique héros. Shoshana, qui est ton héros? Mon héroïne est Kochav Elkayam Levi. Et à ce stade, c'est une amie parce que j'ai eu le privilège de la connaître. C'est une avocate israélienne spécialisée dans les droits de l'homme qui, comme nous tous, après le 7 octobre, regardait les réseaux sociaux et voyait ces images horribles de violences sexuelles, d'agressions sexuelles commises par le Hamas contre des Israéliens. Et elle a dit « Je dois rassembler ces preuves. Je dois m'assurer que cela soit documenté et que ce soit reconnu pour ce que c'est réellement. » Et elle vient de publier un rapport de 300 pages que je ne peux même pas lire. Non. Je ne peux pas le lire. Je ne peux pas le lire. Je vous le dis tout de suite, je ne peux pas le lire. Et j'étais l'une de ces personnes, d'ailleurs, au début, je l'admets, qui disait « Ne montrez pas ces vidéos. Ne les montrez pas au monde. Je me fiche de ce que le monde sait ou ne sait pas, croit ou ne croit pas. Ne les montrez pas. C'est trop traumatisant pour les Israéliens. » Et je comprends très bien, surtout maintenant avec la guerre de propagande, pourquoi les gens disent « Non, il faut les montrer. » Mais c'est tellement difficile d'en savoir ne serait-ce qu'un peu. Et ce qu'elle a fait, elle s'est vraiment sacrifiée pour ça. Oui, tout à fait. Il n'y a aucun doute. Comment va ta santé mentale? Il n'y a aucun doute. Mais ce qui est important tout d'abord, c'est qu'elle a créé un nouveau terme appelé kinocide. C'est vraiment difficile d'en parler, je sais. C'est vraiment difficile d'en parler, je sais. Qui est le meurtre d'une famille et de proches, les proches, c'est-à-dire ta famille, et forcer les uns à regarder. Et oui,
Elle rédige ce rapport pour montrer que ce n'était pas juste, vous savez, quelque chose qui s'est produit pendant la guerre, mais plutôt une partie intégrante de la guerre. C'était une attaque contre les Israéliens, contre les Juifs, contre les personnes que le Hamas est venu attaquer en franchissant la frontière et torturer de toutes les manières possibles afin de nous détruire, de détruire les Juifs. Pas seulement physiquement, oui, pour nous déshumaniser. Et elle rédige ce rapport pour que ce soit consigné dans l'histoire, pour que les gens ne puissent pas le nier, pour que ce soit une réalité documentée. Et cela rend le New York Times encore plus méprisable de ne pas l'avoir publié. Oui, Même pas, genre, ce type obtient une tribune avec les sources les plus stupides, les plus idiotes et les plus dérangées mentalement. oui, Sources. oui. Et Kogam, ça prend des années à documenter parce que on sait tous que, à moins d'avoir des photos et des vidéos, le monde va dire que ça n'est pas arrivé. Ça prend des années. Et les personnes qui disaient « croyez toutes les femmes » et celles qui ont révélé l'affaire Weinstein, elles n'ont rien à dire. Rien. Rien à dire. Non. Donc Kojak est mon héroïne parce qu'elle ne s'est pas contentée de le faire, mais elle doit aussi affronter un monde qui le nie. Oui. Nous lui avons en fait décerné le prix de la femme de fer en novembre, je crois que c'était en décembre. Et même à ce moment-là, elle le méritait. Et encore plus maintenant avec tout ce qu'elle a accompli. Et Kehav, tu es notre héroïne. Et le monde doit savoir ce qui s'est passé. Je te remercie sincèrement de veiller à ce que les histoires de ces personnes ne soient jamais oubliées. Amen, c'est une femme forte. Oui. Elle est apparue dans les médias pour parler de ses histoires. Encore une fois, comme tu l'as dit, elle s'est sacrifiée et méritait le prix Femme de fer que tu lui as remis, Shoshana. C'est une héroïne merveilleuse. Adiel, qui est ton héros? Je sais qu'on en a assez de ton Eurovision, mais promis, c'est la dernière fois. Après, on arrête. Je ne suis même pas vraiment fan, c'est juste devenu un gros événement. Oui. Donc, je me suis laissé entraîner dedans. Mais mon héros de la semaine, il s'appelle Evo Herzl. C'est un militant sioniste autrichien non-juif qui a organisé un rassemblement pro-Israël au milieu de tous les rassemblements pro-Palestine et anti-Israël qui ont eu lieu partout à Vienne. Il a rassemblé des personnes de tous horizons. Ce que nous avons vu dans ces rassemblements, ce sont des drapeaux israéliens, des drapeaux autrichiens et des drapeaux Iran libre. Et même un drapeau libanais était présent, ce qui m'intrigue. J'aimerais bien lui demander qui était derrière cela. On entend ces derniers temps des voix intéressantes venant du Liban, mais ce gars-là a vraiment assuré, pas seulement à cause de l'Eurovision, mais même avant cela, il était très actif et engagé pour Israël. Je m'appelle Yvonne Herzl et j'ai organisé un petit flash mob ici à Vienne en soutien à Israël, en solidarité avec Israël. Je ne suis pas juif moi-même. Je viens d'Autriche et nous avons rassemblé beaucoup de personnes non juives et juives, ainsi que des gens du monde entier, pour exprimer notre solidarité avec Israël. Et envoyer un message que l'Eurovision a toujours été synonyme d'inclusion et que nous ne laisserons jamais l'esprit d'exclusion gâcher cela. Je veux aussi vous lire sa biographie. Où est-elle? Ou je me demande ce que c'est. Il a un certain lien avec elle. Oui, Oui, c'est le cas. C'est intéressant car je ne suis pas sûr que ce soit un nom juif. Herzl. Vraiment? Ce n'est pas plutôt germanique ou je ne sais pas? Mais bref, sa biographie dit « sioniste autrichien, rejetant les amis de Poutine de droite, rejetant les amis islamistes de gauche ». Donc, tu vois, on est tellement habitué à voir des gens. Exactement. On est tellement habitué à voir des gens qui ont vraiment perdu la tête. Enfin, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, tu sais, et c'est incroyable. Et on n'a jamais dit du mal, mais je veux te remercier du fond du cœur. Tu es incroyable. Continue comme ça. Restons en contact. Je veux venir à Vienne. Bravo. On devrait peut-être le faire venir. Oui, honnêtement, oui. Et savoir si Herzl était son grand-père disparu depuis longtemps ou même son grand-père tout court. J'aimerais vraiment savoir. On ne sait jamais. Ce serait intéressant. Waouh, c'est rassurant de voir qu'il y a de bonnes personnes dans ce monde. Oui. Et il y en a plus qu'on ne le pense. C'est juste que ce sont les haineux qui font du bruit. Oui, d'accord. Et cela fait une très belle transition vers mon héros. Je le fais pour moi et pour Émilie Schrader, absente, car c'était aussi son héros. Et j'ai déjà parlé de Bill Maher. Mon Dieu, à quel point cet homme peut-il être clair? Regardez ça.
Et enfin, nouvelle règle, puisque hier c'était l'anniversaire d'Israël, qui est devenu une nation le 14 mai il y a 78 ans, tout le monde doit soit lui souhaiter un joyeux anniversaire, soit admettre qu'il est antisémite. Maintenant, dans un pays libre, chacun a le droit d'être antisémite, mais ça suffit de se cacher derrière Israël, le sionisme ou Netanyahou. Si, comme beaucoup, vous pensez qu'Israël est aujourd'hui le pire pays en matière de droits de l'homme, soit vous ne lisez pas, soit vous vous fichez de votre propre hypocrisie. Parce qu'il y a tellement d'endroits bien pires. Mais c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Pas de juifs, pas de nouvelles. Les gens disent que la gauche et la droite ne peuvent plus se mettre d'accord sur quoi que ce soit de nos jours. Eh bien, il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord. Le conservateur Tucker Carlson invite Nick Fuentes et des négationnistes de l'Holocauste sur son podcast et il se demande avec eux qui était vraiment le méchant pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le New York Times invite sur son podcast l'ultra-gauchiste Hasan Piker, qu'il qualifie d'esprit progressiste et qui parle des sionistes, devraient être traités comme des nazis, ce qui, je suppose, signifie pendu à Nuremberg. C'est ça, être progressiste? J'imagine que oui. Et les démocrates, où êtes-vous? Si l'on parlait ainsi d'un autre groupe minoritaire, vous sortiriez le tissu Kent et organiseriez 10 concerts caritatifs. Mais parce que vous voyez que tant de vos électeurs, endoctrinés par TikTok, ont maintenant une opinion défavorable d'Israël, vous allez dans leur sens alors que vous devriez les corriger. Vous ne dites pas à vos idiots wokistes qu'Israël n'est pas un colonisateur, ni un État d'apartheid, ni en train de commettre un génocide, et que si vous, les gamins, deviez passer une semaine n'importe où au Moyen-Orient, sauf en Israël, vous comprendriez ce que le libéralisme n'est pas. Permettez-moi de dire ceci à tous ceux qui me demandent pourquoi je suis plus dur avec les démocrates qu'avant. Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, arrêtez de me poser la question. Je veux dire Ouais, quelle clarté morale. clarté morale. Les démocrates sont son parti et il s'en prend à eux comme il le devrait, comme tout démocrate décent devrait le faire, parce qu'ils ne font rien contre l'antisémitisme, un antisémitisme déchaîné en ce moment. Et il a raison, exactement ce que tu dis, ce qu'Evo a dit. Ça et ça sont d'accord sur une chose, la théorie du fer à cheval. Alors, Bill Maher, je ne peux pas mieux m'exprimer que toi. Exactement ce que tu viens de dire, mais tu es vraiment notre héros. Nous avons besoin de plus de voix comme la tienne. Nous t'admirons. Et je t'invite officiellement depuis cette plateforme à venir en Israël parce que tu mérites une semaine dans un merveilleux spa israélien. Bref. Mais il le souligne vraiment. Il met vraiment le doigt dessus. Comme Exactement. tu les encourages au lieu de les corriger. C'est ce que je remarque aussi chez les parents aujourd'hui. Genre, d'accord ma chérie, c'est ça, tu trouves ça génial. Mais non, non, non. Tes enfants, tes administrés, les gens qui apprennent de toi, ils ont besoin de limites, ils ont besoin de vérité, ils ont besoin de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Et les démocrates, c'est juste genre, peu importe, tout le monde a sa propre vérité. C'est pour ça qu'ils sont un désastre. Parce que c'est ça qui les fait élire de nos jours. Mais Shoshana a raison. Il y a quelque chose de très corrompu dans la façon dont le leadership fonctionne aujourd'hui. Il n'y a pas de vrai leadership. Le leadership, ce n'est pas de faire un sondage, voir où tout le monde en est, puis de répéter cette phrase. Le leadership, c'est voilà ce qui devrait se passer. Quand on est un leader, on apporte sa vision, on apporte son idéologie, on avance dans une direction, on ne regarde pas les sondages et il y a un manque de leadership. Oui, c'est ça le problème. À 100%. Ensuite, on parle de Trump qui expose clairement ses intentions, ce qui explique pourquoi il est apprécié et que les gens s'identifient à lui. Parce que c'est vraiment un vrai leader et je ne vois personne du côté démocrate. Je déteste le dire. Personne n'a de vraies compétences en leadership. Ils suivent juste les sondages. Ce n'est pas ce que je veux dire. Même chose au Royaume-Uni, ce n'est pas un vrai leadership. Quoi qu'il en soit, nous terminons une autre semaine et nous prions pour nos soldats. Nous prions pour que nos soldats blessés aillent mieux. Nous prions pour que tout le monde dans la région soit protégé. Nous prions pour un nouveau jour sans le régime islamiste toxique en Iran afin que le peuple iranien puisse être libre. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.